Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut Emmanuel, je suis ravie de t'avoir sur le podcast Les Sentiers du Possible. Comment vas-tu? Hello Alexandra, bah écoute, je vais très bien, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravie d'être ici avec vous. Eh ben avec grand plaisir. Alors Emmanuel, déjà pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu, que fais-tu? Et ben écoute, je m'appelle Emmanuelle Patry, je suis la fondatrice de Social Media Lab. Social Media Lab accompagne et forme des professionnels de la communication aux réseaux sociaux et au business. On aide des community managers à se développer dans leur activité et on recrute aussi des community managers pour des entreprises. J'ai créé cette entreprise il y a maintenant 5 ans. Je vis à Saint-Cyr-sur-Mer dans le sud de la France, au bord de la mer, et je suis passionnée par le sport, par la nature. C'est aussi pour ça que je vis là-bas. Ah, super. Bah, merci à toi pour cette petite présentation. On parlera création de contenu un peu plus tard. J'ai quelques questions pour toi. Mais en général, je commence le podcast toujours par plus ou moins la même question. Sur une échelle de 1 à 10, aujourd'hui, à quel point ta vie fait sens selon toi? Bah écoute, franchement, je me suis fait la réflexion ces derniers temps que j'avais vraiment beaucoup progressé dans ce domaine-là ces dernières années. Après, voilà, moi, je pense que j'ai toujours cherché ça, de faire des choses qui me plaisent, qui font sens pour moi, qui ont de l'impact. Donc, franchement, je vais pas dire 10 sur 10 parce il y a toujours des choses à rechercher, à approfondir. Toujours, il y a encore des choses à améliorer dans ce domaine-là, mais je pense que je suis à 9 sur 10 aujourd'hui. Je suis très fière de ce qu'on accomplit, à quel point ça fait du sens pour moi et pour ce que je défends. Ah, super. Et justement, tu as dit qu'il y a toujours des choses à améliorer. Tu as des choses en tête qui Ouais, pourraient faire passer la note à 10? ouais, je pense que, bah, en fait, dans le travail qu'on fait, pour moi, là où ça fait beaucoup de sens, c'est qu'on aide des femmes, des indépendantes à développer leur activité, à se perfectionner, à proposer de meilleurs services à leurs clients. On les aide à développer leur créativité. Donc, je suis hyper fière de ça. Et aujourd'hui, la manière dont je gère les choses à la fois personnellement et avec mon équipe, enfin, je trouve que voilà, c'est aussi, voilà, en toute modestie, c'est plutôt bien fait et je suis contente. Je pense que je peux encore m'améliorer là-dessus, sur la partie, je dirais pas équilibre vie pro, vie perso, mais tu vois, être plus zen au quotidien, parce que quand tu es entrepreneur, ben, tu sais ce que c'est pas toujours facile, il y a beaucoup surtout quand on est en croissance, il peut y avoir pas mal d'anxiété, etc. Donc moi, je pense que je pourrais être encore plus apaisée, ressentir encore plus de sérénité et transmettre encore plus ça en ayant terminé de régler cette problématique-là. Mais franchement, j'ai déjà bien progressé. Et en parlant d'anxiété, tu as des tips justement, parce que quand on est entrepreneur, tu le dis, clairement, il y a du stress, Mm. il y a de l'anxiété. C'est quoi tes Mm. tips à toi pour mieux gérer ton anxiété? Euh, il y a beaucoup de choses que du coup j'ai dû mettre en place et j'ai mis en place. Euh, J'essaye vraiment le plus possible de déconnecter parce que l'anxiété que je peux vivre, que peuvent vivre aussi parfois mes clientes, est liée parfois à l'hyperconnexion. Mais d'être tout le temps connecté, etc. À la charge mentale aussi que ça peut représenter de gérer une entreprise, etc. Donc de déconnecter et de mettre en place suffisamment de structures pour alléger ma charge mentale. Donc du coup, le fait de structurer, ça aide beaucoup. Le fait de pas être seul, de pouvoir vraiment partager. Je pense que parfois aussi, on a tendance à beaucoup s'angoisser sur des choses parce qu'on travaille seul ou parce qu'on est seul physiquement. Et je trouve que le fait de pouvoir en parler le plus possible, c'est super important et moi, ça m'aide beaucoup. Après, je pense qu'il y a aussi dans les habitudes de vie beaucoup de choses à travailler, notamment
voilà, ça paraît bête, hein, mais bien dormir, bien manger, faire du sport, etc. Je fais aussi même attention maintenant même à l'alimentation parce que je me suis rendu compte que ça avait beaucoup d'impact. Et surtout, plus on a une vie qui peut être stressante en termes de responsabilité, en termes d'impact justement sur la fatigue, etc., plus il faut décompresser, plus il faut se prévoir des activités hyper relax ou qui nous font juste du bien. Donc ça, c'est des choses qui me font du bien, il y en a plein, mais j'apprends vraiment à les mettre en place au fur et à mesure. C'est super, merci pour ton partage parce que c'est un gros point où c'est toujours intéressant de voir comment les uns et les autres font. J'aimerais revenir Ouais, sur cet aspect de déconnexion. ouais, Les community managers, je pense qu'on est encore plus connecté qu'un entrepreneur normal, même si mm, déjà un entrepreneur normal, on est beaucoup connecté. ouais, T'as d'autres conseils qui être rigoureux parce que moi je sais que c'est des trucs où de temps en temps ça marche de juste être rigoureux et de temps en temps ça j'abandonne, ouais. ça marche pas. Franchement, c'est super difficile. C'est un sujet dont on parle beaucoup, mais en fait, il y a tellement d'impact sur la santé mentale que c'est vrai que je pense que c'est quand même une discipline à mettre en place. Et franchement, c'est super dur. Je pense qu'on peut tous reconnaître que c'est super dur. Donc, quels sont les conseils que je peux donner pour ça? Bah, franchement, partir sans son téléphone. Moi, c'est ce que je fais. Parfois, je pars sans mon téléphone. Je préviens mon entourage pour pas qu'il stresse si jamais c'est longtemps. Mais vraiment, ça m'arrive très très souvent maintenant de faire des choses sans mon téléphone et je sais que je ne le prends pas exprès. Voilà, donc, et ça fait du bien. Et personne, enfin voilà, il n'y a pas de conséquences graves. Euh, il y a un truc que je fais, alors ça c'est plutôt l'ordinateur, mais voilà, c'est aussi ça, c'est lié à la déconnexion. Moi, je laisse mon ordinateur au bureau le week-end maintenant. Ça fait pas longtemps que je fais ça, mais je trouve que c'est bien parce qu'il y a plein de fois où j'allais un peu voir les emails, les trucs, etc. Le week-end, je fais plus du tout. Et après, pour déconnecter bah, des réseaux sociaux, je pense qu'il faut essayer aussi de se conscientiser, en fait. Et à chaque fois qu'on y va, se dire, OK, pourquoi je suis arrivée là à la base? Et essayer d'avoir vraiment une intention quand on y va, parce que souvent on y va en mode scroller, etc. Et on n'est pas en mode actif. Donc si on y va, bah, y aller à fond et se dire que voilà, on y va, c'est notre temps consacré aux réseaux sociaux, même si c'est... Enfin, en fait, au final, ça peut être plusieurs fois par jour, mais vraiment y aller de manière consciente et faire les choses de manière consciente, je pense que c'est important. Ultra intéressant et je rebondis sur le fait que tu pars sans ton téléphone. Tu pars quoi? Ouais. Une heure, 2 heures, une journée, une semaine, tu arrives à faire quoi? Ça dépend des moments. Quand c'est le week-end, ça peut être plusieurs heures et même parfois maintenant je me rends même plus compte parce que j'ai vraiment pris l'habitude de le faire. Bah, surtout quand je suis pas toute seule, c'est mieux parce que quand je suis avec mon copain par exemple, bon, bah, ça va. Une fois, je me suis rendu compte qu'on était partis tous les deux sans, sans téléphone, mais c'est bien. Sinon, quand c'est en semaine, c'est une heure. Après, tu sais, quand je vais faire du sport, j'ai pas mon téléphone, il est dans ma voiture, donc et ça me fait du bien. Et tu vois, si je me suis rendre déjà une heure ou deux sans téléphone, déjà, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça parce qu'en fait, on se rend pas compte à quel point on est connecté. Mm. Ouais. Non, et puis avec les notifications qui font tilit Ouais, tilit. Et moi, je ouais, c'est me ça. fais Enfin, ça, faut les lire supprimer. sans notification parce que du coup, comme je ne sais pas si j'ai un nouveau message ou pas, j'y vais tout le temps. Alors que quand Ah ouais. j'ai pas des gens qui m'écrivent toutes les minutes. Donc, quand j'ai des notifications, j'ai peut-être, je sais pas, une notification par heure. Et quand je les enlève, j'y vais peut-être tous les quarts d'heure dans le doute où il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message. Donc, je trouve que c'est encore pire, en tout cas pour mon cas. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un truc à voir, toujours un truc à lire et autre. Ouais, et puis les sollicitations, elles sont très importantes, hein, tu vois. Donc, plus tu réponds, plus ça alimente les choses, etc. Donc, en fait, moi, j'essaye plutôt enfin, tu vois, par exemple, sur la communauté avec les clientes, on a beaucoup de messages, etc. Donc, en fait, ce qu'on fait, tu vois, c'est quand on répond, on essaie de vraiment, vraiment bien répondre, tu vois, de faire une réponse ultra complète, etc. Qui ne nécessite pas forcément après des milliards d'interactions, parce que sinon, tu peux clairement y passer ta vie. Oui, carrément. Mm. Eh ben merci à toi pour cette petite parenthèse déconnexion. On parlait de sens. Tu m'as dit que tu étais du coup à 9 sur 10. Il y a des moments dans ta vie où tu étais zéro sens, perte de sens. Euh,
Je pense que j'ai quand même toujours avec beaucoup de modestie, mais cherché à faire des choses qui ont du sens pour moi. Je pense qu'il y a des moments où effectivement il y avait moins de sens et du coup c'était pas forcément évident et j'étais un peu en recherche. Par exemple, quand j'étais encore salariée, bon, j'aimais beaucoup mon job, hein, je travaillais pour des créateurs de contenu, je travaillais pour M6. Et j'aidais des créateurs de contenu à développer leur activité, développer leur business, etc. Moi, ça me plaisait énormément, c'est quelque chose qui me drive. Mais en revanche, le système et le contexte dans lequel on le faisait et la vie que j'avais autour de ça manquait de sens pour moi parce que c'était une vie très parisienne. Je pense que ça m'a convenu pendant longtemps, mais au bout d'un moment, ça me convenait plus. J'avais l'impression de tu vois que c'était ça manquait de nature, ça manquait, c'était pas forcément sain, tu vois, beaucoup de soirées, etc. Tu vis dans surtout quand t'es jeune, etc. Tu vis dans des petits appartements et enfin, voilà, tout ça me plaisait pas forcément. Et les carrières aussi qui se profilaient m'attiraient pas forcément. Donc c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions à ce moment-là. Et c'est ce qui a fait que, à un moment donné, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat pour créer en fait une vie qui me ressemble totalement. Et je pense que ça m'a beaucoup convenu pendant super longtemps. J'étais consultante, j'ai créé mon organisme de formation, etc. Et puis au bout d'un moment, tu vois, j'accompagnais beaucoup d'entreprises et je me suis dit, en fait, comment est-ce que je peux faire en sorte que ce que je fais, ça a plus d'impact que juste, voilà, c'est très bien, hein, mais juste accompagner des grosses boîtes sur faire encore mieux leur marketing et tout. Bon, est-ce que je pouvais trouver quelque chose avec plus de sens? Et c'est pour ça que j'ai créé le programme phare qu'on a aujourd'hui qui s'appelle Social Media Expert, qui est un programme qui accompagne des femmes dans le développement de leur activité. Et tu vois, pour moi, ça a été vraiment une vraie révélation. Parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, non seulement j'aide à structurer le secteur des réseaux sociaux en formant des professionnels, mais en plus, ce qu'on fait, ça impacte aussi la vie de centaines de femmes, en fait, et elles peuvent mieux vivre leur vie, elles ont un quotidien qui leur ressemble plus. On a quelques hommes aussi, et du coup, ça m'a vraiment aidée. Et je pense que ça a été des réalignements un peu successifs, et l'entrepreneuriat m'a beaucoup aidée à ça. Et si tu remontes un peu le temps, il y a eu des signes qui t'ont fait dire, ah là, il y a besoin de réalignement. Tu vois, comment tu sais qu'il y a besoin de se réaligner? Euh, je pense qu'il y a eu plusieurs choses, mais déjà faire des choses. En fait, je pense déjà faire des choses avec lesquelles t'es pas d'accord Ouais. ou que tu valides pas. Moi, je me souviens de pratiques managériales que je subissais parce que ça m'était imposé par mes managers et que du coup, et je me souviens de beaucoup de conflits à ce moment-là et je me souviens enfin, j'étais un peu rebelle. J'ai pas l'air comme ça, mais je me suis pas mal rebellée et à ce moment-là et je sais que forcément ça a dû freiner un peu mon évolution dans la boîte, mais c'est vrai qu'il y a des pratiques voilà, avec lesquelles j'étais pas du tout d'accord et c'était vraiment pas facile, donc je me souviens de ça. Et je me suis souvenue que je me suis dit, bon, bah, je sais pas si je suis faite pour être manager, pour être leader, etc. Mais en tout cas, je sens que ça, c'est pas la bonne voie pour moi, ce type de management très vertical, très marche ou crève et tout. C'est pas du tout ça que j'ai envie de faire et c'est pas du tout ça que je fais aujourd'hui pour mes équipes. Et ouais, après, il y a eu plusieurs moments. Et puis même après, quand je suis devenue entrepreneur, tu vois, cette année, on a eu une hyper croissance. Donc, voilà, c'était quand même assez intense. Et il y a un moment donné, j'ai dû vraiment me dire, OK, là, il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte que moi, je garde une vie perso à peu près normale et que je continue, que je sois pas tout le temps en train de travailler, etc. Il faut vraiment qu'on trouve un meilleur équilibre de vie. Donc, je travaillais pas le week-end et tout, mais j'avais quand même des grosses journées. Et j'avais envie de quelque chose de moins stressant et de plus en phase avec les raisons pour lesquelles j'avais créé tout ça au départ. Donc, ouais, il y a eu des petites crises comme ça, mais c'est bien les crises. Du coup, cette année, ça a été quoi le plan d'action justement Ouais. pour prendre plus de temps pour toi? Hum. En fait, je crois qu'il y avait plusieurs problématiques. Bon, effectivement, il y avait un problème d'intensité. Je pense que c'était un problème d'intensité. Enfin, évidemment, il y a des grosses journées, mais c'était vraiment de l'intensité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans tes journées. Et mes journées étaient extrêmement intenses.
Et en fait, je sais pas encore aujourd'hui comment je faisais. Quand je regarde un peu la tête de mes journées, etc., je déléguais déjà, mais pas suffisamment bien. Et puis, il y avait plein de choses à structurer. En fait, ça veut dire qu'à un moment donné, c'est vrai que tu crois beaucoup et puis il y a beaucoup de structuration à faire et tu accumules une sorte de dette. Donc, la première décision, ça a été euh, de chercher à consolider et pas toujours bah, à croître, hein, à vraiment consolider ce qu'on faisait, vraiment structurer, etc. Quitte à bah, dégrader la marge pendant quelques temps, se dire que voilà, mais vraiment consolider. Et après, plus responsabiliser les personnes qui travaillent avec moi, prendre des personnes à plein temps. Euh, voilà, ça a été beaucoup de décisions autour de la délégation et moi me reposer la question de qu'est-ce que j'aime faire en dehors du travail? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans mon travail? Et me repartir aussi de moi et de ce que j'avais envie de faire, de ce qui me plaisait au quotidien. Parce que c'est vrai qu'en fait, quand tu fais grandir une activité, il y a beaucoup de choses que tu te mets à faire, que tu le fais parce qu'il faut le faire. Mais en fait, en réalité, tu n'aimes pas forcément ça. Mais avec le temps, tu peux commencer, tu peux déléguer ça, en fait. Et comment faire en sorte de déléguer le plus rapidement possible les trucs que j'aime pas. Et faire en sorte que j'aime on va dire 80% de ce que je fais. Mais c'est tout ça, c'est toujours quelque chose de complexe hein, quand tu es en développement. Mais maintenant, je sais que c'est une priorité. J'adore cette notion de faire en sorte que j'aime ce que je fais 80% de mon temps. C'est quelque chose que Mm. tu t'es toujours fixé un peu en objectif? Ben, en fait, je me le suis jamais fixé avant, non. Mais avant de me rendre compte que ça pouvait être un problème, c'est-à-dire que moi, j'avais à la base créé une activité qui me plaise à 100%, dans laquelle normalement j'étais censée aimer beaucoup de choses. Après, je me suis rendu compte avec l'expérience que bon, déjà, la partie administrative, c'est chiant. Enfin voilà, après, tu vois au fil du temps les trucs que t'aimes ou que t'aimes pas. Puis après, au bout d'un moment, il y a plein de choses d'un coup que t'as pas imaginé. Donc en fait, tu sais pas si tu vas les aimer ou si tu vas pas les aimer. Mais concrètement, il y en a plus que t'aimes pas qui sortent de ta zone de génie que ce que t'aimes. Donc, et je me suis rendu compte que ça devenait, à un moment donné, c'était étouffant de faire que des trucs, que gérer des problèmes dans tous les sens, etc., qui sont pas des trucs que tu aimes faire et tout. Et ça, je pense que ça m'a beaucoup, ça m'a fait, enfin, très en toute vulnérabilité, je pense qu'à un moment donné, ça m'a fait beaucoup de mal de devoir gérer, d'avoir des journées comme ça, faire des trucs qui m'animaient pas ou que je devais faire parce que je devais les faire, etc., et sans pouvoir le déléguer forcément tout de suite ou assez vite parce que je savais pas encore bien faire ça. Et c'est toujours un truc sur lequel je suis en train de travailler. Après, il faut quand même se dire que quand tu es entrepreneur, tu es chez l'entreprise en croissance, tu es responsable. Donc, il faut que enfin, c'est important de quand même prendre ses responsabilités et faire les choses à faire si tu as un certain niveau d'ambition. Mais en revanche, pas rester là-dedans, quoi. Et garder Pas une bonne proportion transitoire, de c'est choses ça. que... Mm, c'est ça. Euh, c'est intéressant ce que tu dis. J'essaie de penser si j'étais à mes 80% de choses qui me font plaisir ou pas depuis le début. Mm. Je réalise que j'ai l'impression, en tout cas, de faire 80%, que 80% de ce que je fais, je l'aime et de l'avoir toujours été le cas. Mais je me dis, c'est parce que j'aime aussi peut-être beaucoup de choses. Et je me pose la question à ceux qui nous écoutent, est-ce que pour toi, faire en sorte que 80% de ce que tu fais, tu l'aimes, est Mm. valide dès le début où tu te lances dans l'entrepreneuriat, ou justement, il faut accepter que tu as une phase transitoire, peut-être d'une ou deux années, où tu prends un peu ton mal en patience. Pas facile. Non. Moi, je crois pas beaucoup à ça parce que je pense qu'un ou deux ans, c'est long. Et je pense qu'en fait, en réalité, tu peux te désaligner assez vite et te démotiver assez vite. Après, je pense qu'il y a des choses que tu peux apprendre à aimer. Moi, il y a des choses que je n'aimais pas. Aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir parce que je le fais à ma manière. Je pense qu'il faut chercher, c'est important en fait, de chercher un moyen de faire les choses d'une manière qui est le plus kiffante possible pour toi. Tu vois, moi, par exemple, la manière dont je fais du marketing, c'est organiser des webinaires. J'adore faire des webinaires. Ça me plaît énormément de créer le contenu, de le diffuser de ce moment-là. Tout le monde n'aime pas ça, mais moi j'ai trouvé un moyen, si tu veux, de faire de la promotion de mon entreprise qui me plaît énormément. Et tu vois, ça déjà c'est trop cool, tu vois. Et je pense qu'il faut chercher aussi des manières un petit peu alignées de faire les choses. Et en fait, quand tu fais ça, ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il faut rechercher et tout, mais au final, c'est plus fluide après.
Ouais, en t'écoutant, en fait, c'est ce que j'ai fait finalement. Je pense que j'ai Hmm. toujours essayé de trouver la manière qui me correspond le mieux. Et c'est d'ailleurs Ouais, finalement ce que je vois aussi à mes clients, en fait, parce que non, ça me paraît, c'est très bien cette discussion, ça me paraît de poser mes idées. Je me suis toujours dit, est-ce que je suis une exception? Mais en fait, je pense que j'ai tout de suite eu la logique de faire ce qui me correspond pour justement kiffer entre guillemets 90% des tâches. Et que c'est pour ça que je me bats pour que aussi mes clients le fassent. C'est parce que ouais, je pense que c'est possible. Et du coup, quand je te posais la question, toi, j'avais un petit doute de est-ce que c'est vraiment possible. Mais du coup, tu me confirmes que si, si, je pense que qu'importe ce que tu aimes à la base, tu peux toujours trouver un moyen de vivre de ton activité en faisant ce que tu aimes. Et tu m'as parlé ouais. d'exemples, du coup, de choses que tu as appris à aimer. Tu as en tête des Hmm. choses, justement? Et quelle a été Ouais, justement? en fait, moi, il y a des choses, tu vois, par exemple, comme par exemple la partie commerciale de mon activité, c'est vraiment pas ce qui me plaisait le plus au début. Mais en fait, je me suis quand même assez vite rendu compte que c'était à partir du moment où tu avais des bonnes offres, c'était quand même pas trop difficile de vendre et qu'au final, c'était quelque chose qui te donnait tellement de pouvoir après. Enfin, ta capacité en fait à générer de l'argent, elle est tellement importante quand tu es entrepreneur. Et je trouve que c'est important même en tant qu'humain, en tant que femme, enfin, d'avoir aujourd'hui cette liberté-là. En fait, comme je l'ai associée à la liberté économique et à la capacité de créer des projets, en fait, la partie commerciale, la partie argent, etc., je me suis mis à aimer ça en fait. Parce que je me suis rendu compte de tout ce que ça me permettait de créer, de faire, etc. Et aujourd'hui, j'apprends à mes élèves à aimer ça. Et c'est incroyable parce que tu m'aurais dit ça il y a 5 ans. Franchement, c'était pas du tout mon truc. Je me souviens quand on faisait des réunions commerciales, quand j'étais salariée, bah, moi, mon travail, c'était d'aider à créer des offres, etc., de créer des offres. Et après, les commerciaux vendaient, etc. De temps en temps, je vendais des trucs, mais franchement, ça me générait pas beaucoup de plaisir. Enfin, j'aimais bien la partie business, mais pas trop la partie commerciale. Et tu vois, c'est vraiment un truc que j'ai appris à aimer aujourd'hui. Mais je le fais vraiment à ma manière, avec mes valeurs, et c'est ça qui change tout, je pense. Ouais, ça as travaillé à la fois ta relation, on va dire, à l'argent et à la vente, et en même temps, tu as trouvé le moyen d'aligner ça avec tes valeurs. Ouais, exactement. Et c'est aujourd'hui ça qu'on transmet, et je trouve ça génial. Ouais, non, c'est top. Et une autre question que je voulais voir avec toi. Aujourd'hui, moi, je suis une grande créatrice de contenu, comme toi, je suppose. Et je le dis haut et fort, clairement, j'utilise ChatGPT, ça m'arrive de l'utiliser. Et de plus en plus, j'ai l'impression vu qu'il y a l'IA pour nous aider, on est plus efficace, plus productif. Et j'ai l'impression qu'il y a une course Ouais. à la quantité, du coup, puisqu'on arrive à faire de la qualité en quantité maintenant grâce à ChatGPT. Et je me dis, mais Mhm. finalement, est-ce qu'à un moment donné, on va pas perdre du sens dans cette création de Mhm. contenu, justement, puisque ça va être, j'ai n'importe quoi, tu ouvriras ton Instagram et ok, ça dépend de la tête pensante qui est derrière le prompt de ChatGPT, Claude ou autre, mais on Mhm. va pas arriver à perdre du sens pour les créateurs de contenu. Parce que finalement, Ouais. quel est le sens si c'est pour, ok, je plug une idée générale, mais c'est ChatGPT ou autre qui fait 90% du boulot. Et aussi pour ceux qui lisent, parce que noyé d'informations, parce qu'on est arrivé à un stade où la quantité prime tellement que Ouais. a 1000 milliards d'infos. Ouais, ouais, c'est un sujet super intéressant. Déjà, je pense que, tu vois, il y a plein de manières d'utiliser l'intelligence artificielle, les outils de manière créative. euh, et en fait, en justement passant du temps avec eux pour les briefer, je pense que cette partie-là, elle est importante pour que justement déjà le rendu déjà soit le plus proche possible de ce que tu pourrais faire. Moi, mon avis, c'est quand même que ça peut permettre, si c'est bien fait, d'augmenter la qualité moyenne du contenu. Je pense quand même ça. Voilà. Après, effectivement, le problème, c'est que ça peut aussi affadir certains contenus et les rendre moins créatifs. Ça, c'est vrai que je trouve qu'il y a quand même enfin, il y avait déjà beaucoup de choses qui se ressemblaient sur les réseaux sociaux parce qu'il y a les trends, etc. Et c'est vrai que
Bon, ça donne des capacités à tout le monde, entre guillemets, de créer du contenu moyen qui est bon, mais ça peut créer du contenu un peu fade. Je pense qu'il faut faire attention à ça et garder à l'esprit que créateur de contenu, c'est un vrai métier. Euh, L'intelligence artificielle est un outil au service de la création de contenu, mais la créativité n'est pas pour l'instant. Enfin, il peut trouver des idées, mais disons que c'est pas ça qui va créer l'émotion. Je pense que dans la notion de création, il y a la notion d'émotion, il y a la notion de créer du lien, il y a la notion de voix aussi quand tu es créateur. Et moi, je pense que les plus grands créateurs ou les personnes qui arriveront à se démarquer, à se distinguer, seront celles qui, certes, sauront utiliser tous les outils pour aller plus vite, mais auront gardé cette une ligne éditoriale, une direction artistique singulière Ok. et qui touche leur audience, quoi. Ok. Et tu dirais quoi, du coup, comme conseil justement à quelqu'un qui veut se lancer dans la création de contenu? Euh, je pense que déjà, ce qui est important, c'est de clarifier justement pourquoi se lancer dans la création de contenu, à quelle intention ça répond. C'est totalement OK. Enfin, beaucoup de gens aujourd'hui font de la création de contenu pour vendre un produit, mais après, il faut garder à l'esprit que voilà, il y a toujours une dimension de partage aussi. Donc, qu'est-ce qu'on veut partager? C'est quoi en fait les choses qu'on veut partager et comment est-ce qu'on amène en fait vers des prestations payantes et vers la promotion de ces services. Donc, en fait, essayer de se dire qu'est-ce que je veux partager, quels sont les axes que j'ai envie de développer, à qui je m'adresse, qui j'ai envie d'aider à travers mon contenu, à travers mes prestations. Donc, je pense vraiment se poser la question, des questions un petit peu macro. Et ensuite, déterminer des angles éditoriaux, un petit peu comme un magazine. Voilà, si vous étiez red chef d'un magazine papier, par exemple, quel serait un petit peu le chemin de fer de contenu? C'est-à-dire quels seraient les grands axes? Qu'est-ce qu'on trouverait? Quel type de contenu on trouverait? Et d'avoir une réflexion éditoriale un peu globale sur ses objectifs et ce qu'on veut transmettre avant de se lancer tête baissée dans la création. Et justement, tu as des conseils pour trouver ces angles éditoriaux? Ouais. Alors, déjà, bah, ce qui est important, c'est de bien connaître son lectorat, hein, Ouais. ce qui les intéresse. Donc, vraiment, de bien enquêter là-dessus, un petit peu comme quand on crée une offre, et de se dire, OK, qu'est-ce qui les intéresse, quels sont leurs centres d'intérêt dans la vie, qu'est-ce qu'ils vont lire, est-ce qu'il y a d'autres médias qu'ils lisent, qu'est-ce qu'ils regardent, etc. Parce que finalement, c'est votre concurrence par rapport à... En fait, ils vont choisir entre ça et l'attention est limitée, hein, entre tel contenu et le vôtre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont regarder, qu'est-ce qui les intéresse, qu'est-ce qui leur plaît. Savoir aussi quelles sont leurs problématiques du quotidien, qu'est-ce qui les intéresse, mais aussi qu'est-ce qui leur pose problème et sur quoi ils ont besoin de réponses, quelles sont les questions qui se posent, etc. Donc ça, c'est vraiment important à intégrer dans votre ligne éditoriale. Et ensuite, il y a tout ce que vous avez à proposer. Et en fait, une bonne ligne éditoriale, c'est quand on a bien réussi le croisement entre de quoi votre audience a besoin, ce qu'elle recherche, etc. Et vous, qu'est-ce que vous leur apportez, et d'avoir vraiment essayé d'avoir créé une fusion entre ces deux choses-là. Donc, par exemple, nous, en fait, on fait des programmes de formation pour les community managers, d'accompagnement. Donc, en fait, on va à la fois leur donner des conseils sur créer leurs offres de community manager, sur bah, les erreurs à ne pas faire. On va aussi leur donner des conseils sur l'organisation, etc. Et voilà, c'est des petits conseils qu'on leur donne, on les éduque, etc. Et en fait, nos offres, elles sont complètement, tu vois, c'est complètement lié. En fait, c'est complètement un prolongement Mm. complet et individualisé de ce qu'on propose en version gratuite, quoi. Mm. Et t'en penses quoi justement de ces personnes qui disent faut pas donner trop de valeur dans tes contenus parce que sinon les gens ont plus envie d'acheter ou ceux qui vont dire c'est bon tu peux donner à fond de la valeur quoi qu'il arrive les personnes achèteront. C'est quoi un peu toi ta philosophie là derrière? Euh, Moi, j'ai pas trop enfin, je me mets pas trop de limites dans ce genre-là. De toute façon, tu sais, euh, en fait, bon, il y a plusieurs choses. Déjà, le contenu en lui-même, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver gratuitement, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on est à une époque où il y a beaucoup de contenu gratuit. Donc déjà, se dire, OK, sur ton contenu, qu'il soit gratuit ou payant,
en quoi tu peux te distinguer, en quoi tu peux être spécifique pour ton audience, tu vois, en quoi, moi j'essaie toujours de me dire, ok, en quoi c'est vraiment un contenu que nous on pourrait apporter, que nous on pourrait produire grâce à notre expertise, essayer d'être spécifique, en fait, que ce soit gratuit ou payant, en fait, être le plus spécifique possible. Et ensuite, quand c'est payant, c'est personnalisé, c'est une expérience complète, etc. Alors que le contenu gratuit, ça va être plein de petits trucs que les gens vont aller chercher, etc. Quand tu fais du contenu payant, tu vas vraiment emmener les gens, tu vas leur proposer une expérience complète sur plusieurs mois. Ou, enfin voilà, peu importe après ton offre derrière, mais disons que ça va être complètement construit et tu vas travailler avec le client, il va être engagé dans le processus, etc. Alors que dans ton contenu gratuit, bah, c'est une expérience plus ponctuelle que tu vas proposer, des plus petits contenus, etc. Et en fait, la transformation, je pense que si tu veux vraiment la vivre, en tout cas de manière chouette et aussi ludique que nous, ce qu'on peut faire, tu sais, dans la partie payante. Mais en fait, je trouve que ce qu'il faut au contraire essayer de faire, en tout cas, nous, c'est ce qu'on fait, c'est de diminuer la friction, tu vois, entre le gratuit et le payant. Ouais, De faire en sorte que les expériences gratuites, ben, elles mènent en fait, assez naturellement vers les expériences payantes, mais ce qui veut dire aussi proposer des expériences gratuites de qualité. ouais, non, c'est sûr. Et bon, voilà, et après, comment tu fais de la qualité? Ben, franchement, par du spécifique, du concret. Et justement, moi, je me limite pas trop, mais par contre, c'est vrai que, tu vois, quand je vais faire un webinaire, ça va durer 1 heure. Donc, bon, bah, c'est pas un programme de 4 mois, tu vois, Ouais, non, c'est sûr. c'est comme un échantillon. Ouais. Et, et comme tu dis, même si tu donnes, on va dire, entre guillemets, la recette magique, il y a ce côté expérience qui est pas là, qui fait que tu as beau avoir la recette, tu n'arrives peut-être pas à l'appliquer tout seul ou autre. Et je le vois, du coup, moi, même chez mes clients qui ont payé, quand je leur partage du contenu, on va dire écrit, un PDF ou autre, euh, le message souvent passe pas. Le message a besoin d'être réexpliqué en coaching, à l'oral, de manière personnalisée ou Ouais. autre. Donc c'est vrai qu'on se dit Ouais. souvent, oh là là, mais si je donne ça en gratuit, ils vont réussir à résoudre tous leurs problèmes tout seuls. Mais non, c'est comme tu dis, c'est souvent l'expérience derrière qui fait qu'on arrive à résoudre nos problèmes. Ouais, et puis il y a des niveaux de conscience différents. C'est-à-dire que moi, je sais qu'avant de travailler avec nous, il faut déjà que les personnes aient en fait développé un petit peu leur niveau de conscience sur certains sujets Mhm. et qu'elles les aient clarifiés. Et le rôle de nos expériences gratuites, c'est les aider en fait à clarifier un certain nombre de choses pour que en fait, quand elles commencent à travailler avec nous, bah, elles soient au courant que bah, il faut que, par exemple, si elles ont une offre de community management, bah, une offre à 200 € par mois, ça fonctionne pas du tout pour en vivre, que en fait, il faut qu'elles travaillent la partie stratégique de leur prestation. Enfin, elles ont déjà un petit peu du coup conscience de certaines choses et du coup, c'est plus facile de travailler ensemble. Et tu vois, plus je propose des expériences gratuites de qualité, plus derrière les élèves que j'ai, les clients que j'ai, sont engagés, tu vois, et ont des résultats. Donc, je trouve que ça, enfin, pour moi, ça, enfin, on a vraiment créé un truc où ça va ensemble, en fait. Ouais, donc si je dois conclure, pas de peur à partager trop de contenu. Ouais. On peut donner un maximum de valeur, de qualité. De toute façon, comme tu le dis, tout est disponible en vrai sur Internet. On peut demander à ChatGPT. C'est vraiment le côté expérience qui fait la différence entre le payant et le gratuit. Mm. Ouais, et puis ton expertise spécifique à toi, en fait, qui est pas forcément disponible pour le coup sur ChatGPT. Ultra intéressant, Emmanuel, tout ce passage sur la création de contenu. Je vois le temps qui défile. On va devoir s'arrêter là. Pour information, tous les épisodes finissent par une question de coaching à méditer en marchant. C'est le concept de Randose. Et est-ce que justement, tu aurais une question que les auditeurs pourraient se poser pour soit trouver plus de sens, avancer dans leur vie ou par rapport à ce qu'on s'est dit? Une question auquel tu inviterais les auditeurs à se poser. Mm. Euh, je pense, il y a une question voilà, que moi j'aime bien me poser, je la trouve toujours assez éclairante, mais en gros, quelle est la décision que tu peux prendre maintenant aujourd'hui, donc qui aurait un très grand impact sur ton année et qui pourrait te permettre justement d'avoir plus de fluidité, d'alignement dans ton business d'ici quelques mois, même si aujourd'hui c'est une décision qui est
qui est peut-être inconfortable, contre-intuitive et t'hésites peut-être beaucoup déjà sur cette décision. Une super question, comme je les aime. Merci Emmanuel. À ceux qui nous écoutent, s'ils veulent te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Et ben, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn Emmanuel Patry et vous pouvez aller aussi voir notre contenu sur le compte Instagram, le Social Media Lab. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'on propose aux community managers. Top, je mettrai les liens en descriptif. Encore un grand merci Emmanuel pour ces échanges. Je pense que c'était ultra enrichissant pour tous ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu. Et je te dis à très vite. À bientôt. Ciao. Bye. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer comme d'habitude en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Emmanuel qui te pose cette question. Quelle est la décision que tu peux prendre maintenant et qui aurait le plus grand impact positif sur ton année ?